Alors ma vision, elle est un peu celle de Napoléon, c'est qu'en amour comme à la guerre, ça se finit toujours les yeux dans les yeux. Cette boutade mise à part, je pense que l'infanterie demeure la reine des batailles dans la mesure où c'est elle qui tiendra le terrain à la fin de l'action. Et qu'une opération aujourd'hui, même si on engage des moyens aériens, des moyens navals, des moyens dans les champs immatériels, notamment dans le domaine électromagnétique ou cyber, in fine, il faudra occuper le terrain et l'occuper dans la durée. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons rendez-vous à Nîmes au 2e REI pour échanger avec le chef de corps de ce régiment d'infanterie de la Légion étrangère et nous en profiterons pour parler de cette fascinante institution qu'est la Légion au sein de l'armée de terre. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, j'en profite pour vous informer sur la sortie de notre nouveau livre photo intitulé Légionnaire et qui est donc pile dans la thématique du jour. Au moment où est publié cet épisode, la campagne de précommande du livre est toujours en cours. Vous pouvez donc mettre la main sur votre exemplaire à prix réduit en vous rendant sur le lien suivant ulule.com ulule.com/livre-légionnaire au pluriel. Le lien est également en description de l'épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour monsieur, donc je suis le colonel Desgrais-du-Loup, Geoffroy Desgrais-du-Loup. Je suis le chef de corps du 2e régiment étranger d'infanterie depuis maintenant 18 mois, depuis août 2020. Avant d'avoir été chef de corps au 2e REI, j'y ai servi comme lieutenant et comme capitaine. Donc je suis officier de recrutement saint-cyrien. J'ai rejoint Saint-Cyr en 1997, promotion de la France combattante, où j'ai passé 3 ans. Puis 1 an à l'école de l'infanterie qui était alors à Montpellier, à la division d'application. Et à l'issue de ces 4 années de formation initiale, j'ai choisi de servir au 2e régiment étranger d'infanterie, où j'ai occupé successivement les postes de chef de section de combat, puis officier adjoint en compagnie de combat et commandant d'unité à la 4e compagnie. Voilà. Après ce premier temps en corps de troupes, j'ai rejoint l'administration centrale à Paris, où j'ai servi dans les programmes d'armement, en parallèle de la préparation de l'école de guerre. Ensuite, j'ai fait le cursus de l'école de guerre, un master spécialisé à Centrale Supélec en management de projets industriels dans le cadre de cette formation sur les programmes d'armement. Et puis, à la fin de cette année de formation dans le civil, j'ai été affecté au 4e régiment étranger, donc le régiment de formation de la Légion étrangère, où j'occupais la fonction de chef du bureau instruction-emploi, qui est l'équivalent d'un chef de bureau opération de régiment des forces. Mais là, plus tourné vers la formation de tous les légionnaires, que ce soit les jeunes légionnaires qui s'engagent, le jeune étranger qui s'engage à la Légion étrangère, qui est formé pendant 4 mois à Castelnaudary, que ce soit les cadres, caporaux jusqu'à sous-officiers supérieurs, et enfin tous les spécialistes de la Légion étrangère. Après ce temps de chef du bureau instruction-emploi, donc 2 ans à Castelnaudary, j'ai rejoint à nouveau l'administration centrale pour un temps d'officier traitant à l'état-major de l'armée de terre sur les programmes d'armement du domaine infanterie, donc toute la partie combat débarqué, puis 2 ans à l'état-major des armées dans le domaine finance, lié notamment au programme d'armement au sein de l'état-major des armées avec toutes les problématiques de programmation militaire. Voilà. Et puis, depuis 2020, donc, je suis chef de corps du 2e REI. D'accord. Ouais, donc un beau cursus et notamment lié quand même à l'armement et à l'univers un peu industriel. Alors un cursus qui a 3 volets, puisqu'il y a un volet formation, comme tous les cursus d'officiers de l'armée de terre, un volet dédié plus aux opérations, avec notamment tout ce passage en corps de troupes, mais également un détachement de 6 mois dans un état-major opérationnel de l'OTAN, et puis un domaine, une dernière spécialité qui est effectivement la spécialité des programmes d'armement et de relations avec les industriels, mais aussi la construction budgétaire de la loi de programmation. D'accord. Vous aviez un attrait particulier pour ça dès Saint-Cyr, ou c'est quelque chose que vous avez découvert après ? Alors moi je suis saint-cyrien de filière scientifique, donc j'ai fait une maths sup, maths spé, et puis j'ai passé le concours de Saint-Cyr, j'ai un diplôme d'ingénieur à la fin de Saint-Cyr. Maintenant ce n'était pas ma plus grande appétence lorsque j'étais en scolarité initiale, et c'est revenu finalement après le temps de commandement, où lorsqu'on m'a
demandé de faire un choix de spécialité, j'ai trouvé que les relations avec les industriels étaient un sujet assez transverse, qui a des implications particulièrement stratégiques aussi et politiques dans le fonctionnement des armées et dans l'anticipation des conflits à venir. C'est vrai que c'est un domaine passionnant. On a pu recevoir dans le podcast des industriels de l'armement, notamment le PDG de PGM, et qui nous parlait justement de tout ça. Le fait d'être issu d'un régiment d'infanterie et de revenir le commander, qu'est-ce que ça vous apporte, ce passage dans cette thématique-là de l'armement ? Alors, c'est plus le fait d'être accroché en permanence aux opérations de l'armée de terre qui apporte au domaine industriel, enfin en tout cas à cette spécialité capacitaire, ce qu'on appelle la spécialité capacitaire, donc c'est notamment la partie armement et finance, dans la mesure où on reste accroché aux besoins opérationnels. Voilà. Et donc, au-delà de la partie relation avec les industriels, ce qui est important pour un officier traitant en état-major, c'est de rester pleinement accroché à la finalité de notre engagement, la finalité de notre métier, qui est bien la guerre finalement. Donc, au-delà de la partie compétences intellectuelles, scientifiques, c'est bien le fait d'être accroché aux besoins des opérations qui justifie les allers-retours entre les corps de troupes ou les états-majors opérationnels et puis certains organismes d'administration centrale. Maintenant, au quotidien comme chef de corps, bien évidemment, le fait d'avoir servi en administration centrale m'a donné un certain nombre de connaissances, non seulement sur le fonctionnement des armées, mais également un réseau pour faire avancer certains sujets, puisque lorsqu'on traite de finances à l'état-major des armées, bien souvent, les sujets qu'on traite ne concernent pas uniquement l'armement, mais ils concernent les piliers des relations humaines, le pilier infrastructure, le soutien, l'entraînement, et donc ça donne vraiment une connaissance assez transverse de l'organisation du ministère. On a parlé aussi dans un précédent épisode avec le chef de la Stat Aéro qui nous disait qu'il recrutait dans son personnel, il a des gens qui sont issus des troupes pour justement avoir un rétexte très précis du matériel qui est utilisé. Est-ce que le deuxième REI a contribué à du rétexte d'armement, je pense au VBCI, notamment lors des déploiements en Estonie ou ce genre de choses ? Alors, bien évidemment, il y a d'une part la chaîne du retour d'expérience de l'armée de terre qui fait que le régiment est régulièrement mandaté par l'école de l'infanterie pour donner sa contribution sur le retour d'expérience et les enseignements à tirer de la mise en œuvre de nos équipements. Ça, c'est une chaîne qui est très formalisée. Il y a aussi du retour d'expérience que nous réalisons de notre propre chef en fonction de certaines contraintes ou limites auxquelles nous avons été confrontés. Et puis, bien évidemment, notre système étant foncièrement humain dans son organisation, il y a des choses qui se passent de manière en boucle courte finalement. Et lorsque j'étais officier d'état-major à l'état-major de l'armée de terre, bien évidemment, régulièrement, j'ai été chercher l'information directement chez les amis et donc principalement dans le régiment où j'avais servi. Et donc le régiment a largement contribué non seulement au retour d'expérience sur le VBCI, porteur sur lequel nous sommes depuis 5 ans, mais également sur le système d'armes Félin, avec notamment les nouvelles configurations qui avaient été mises en place au moment de la V3.1, donc 2018 à peu près. Et enfin, là j'ai encore une illustration très récente, puisqu'elle date d'hier, sur l'emploi du système d'information du combat Scorpion, puisque nous sortons d'une évaluation opérationnelle du poste de commandement régimentaire, et cette évaluation opérationnelle nous a permis de tester différentes configurations sur lesquelles nous allons produire de fait du retour d'expérience. Je ne doute pas que la prochaine transformation Griffon du régiment qui va abandonner ses VBCI au profit du Griffon nous amènera aussi à réaliser du retour d'expérience. Au sein de l'armée de terre, on parle beaucoup maintenant de haute intensité, qui est le credo du chef d'état-major depuis, même avant quand il était chef d'état-major de l'armée de terre. Comment ça se matérialise à l'échelle d'un régiment et quand on est au poste de chef de corps d'un régiment d'infanterie, la haute intensité? Alors, on parle davantage aujourd'hui d'hypothèses d'engagement majeur que de haute intensité.
hypothèse d'engagement majeur qui fait référence au contrat opérationnel des armées décrit dans le livre blanc et qui est vraiment cette capacité de l'armée de terre à s'engager sur faible préavis face à un ennemi symétrique, dans le cadre d'une coalition principalement. Au quotidien, pour un régiment, cette hypothèse d'engagement majeur, de fait, nous amène à la haute intensité, au concept de haute intensité, mais ce concept de haute intensité, en fait, il dépend du niveau de responsabilité de chacun. Je pense que pour un chef de groupe de combat, la haute intensité, il peut la connaître à Barkhane, ne serait-ce que lors d'un bombardement indirect, comme on a pu en avoir un très récemment à Gao. Pour un chef de corps, la haute intensité, c'est l'engagement de son régiment de manière massive, principalement sur un combat blindé, en tout cas pour le 2e REI, tant qu'on est sur VBCI, c'est le cas, avec un ennemi quasiment à parité. Maintenant, au quotidien, pour un chef de corps, se concentrer sur l'hypothèse d'engagement majeur, c'est durcir notre préparation opérationnelle dans toutes ses dimensions, mais tout en prenant en compte la réalité qui fait que depuis 2015, les engagements sur le territoire national, notamment dans le cadre de l'opération Sentinelle, rigidifient notre programmation, puisqu'un mandat de 2 mois de Sentinelle par an au minimum par compagnie, de fait, ça fait 2 mois d'entraînement à la haute intensité qu'on ne peut réaliser. Et donc, on est plus dans une logique de renforcement de l'aguerrissement. Notamment ici, on a le camp des Garrigues avec les gorges du Gardon à proximité. En termes d'aguerrissement, c'est quand même un site qui est quand même privilégié. C'est également la possibilité pour le régiment de s'entraîner davantage, en tout cas la nécessité pour le régiment de s'entraîner davantage dans les fondamentaux de notre métier de fantassin, les fondamentaux qui sont non seulement ce qu'on appelle au régiment la capacité d'encaisse, donc c'est l'endurance, mais également le tir, et puis la manœuvre embarquée et débarquée. Donc c'est vraiment revenir à l'essence même du combat d'infanterie, qui est cette dualité entre une troupe qui est physiquement, moralement aguerrie et qui maîtrise la dualité du combat embarqué-débarqué, c'est-à-dire être capable de conduire des phases de combat embarqué et de débarquer dans la foulée sans discontinuité, tout en employant ses appuis. Ça, c'est le point majeur de mon point de vue en termes d'entraînement à l'hypothèse d'engagement majeur. Ensuite, il y a des savoir-faire spécifiques qui nécessitent d'être remis sur le métier également, notamment en termes de combat amphibie, puisque le régiment appartient à une brigade amphibie, et donc la capacité du régiment à s'engager, notamment dans le cadre d'une entrée en premier par une opération amphibie, ça n'est pas un sport de masse et ça nécessite effectivement de revenir régulièrement en liaison notamment avec la Marine nationale sur des entraînements très spécifiques comme nous en avons réalisé l'hiver dernier, donc premier semestre 2021, par l'engagement du régiment d'une part sur l'opération Corimbe dans le golfe de Guinée sur le porte-hélicoptère d'assaut, porte-hélicoptère amphibie Dixmude, et puis d'autre part, nous avions également une compagnie dans le cadre de la campagne Jeanne d'Arc du groupement d'application des élèves officiers de marine qui, elle, a débarqué à Djibouti et a continué à s'entraîner à Djibouti pendant une 40aine de jours. Voilà, donc vraiment, l'entraînement à l'hypothèse d'engagement majeur, c'est le durcissement de l'aguerrissement physique et moral, le retour aux fondamentaux et le fait de pouvoir retrouver des marges de manœuvre dans notre préparation opérationnelle en la durcissant, ou pour la durcir, malgré une programmation qui est quand même très rigide, liée à nos engagements opérationnels. Quelle vision vous avez de l'importance du fantassin, de l'infanterie, dans cet univers qui est de plus en plus tourné vers... les zones de conflit sont de plus en plus tournées vers la cyber. On parle je reprends toujours les éléments du SEMA, gagner la guerre avant la guerre, le contexte aussi de tension nucléaire. On a l'impression que le combat à l'ancienne, presque, avec des soldats, de l'armement qui reste léger en comparaison de l'aviation, ce genre de choses. Quelle vision vous avez de ça ?
Alors ma vision, elle est un peu celle de Napoléon, c'est qu'en amour comme à la guerre, ça se finit toujours les yeux dans les yeux. Cette boutade mise à part, je pense que l'infanterie demeure la reine des batailles dans la mesure où c'est elle qui tiendra le terrain à la fin de l'action. Et qu'une opération aujourd'hui, même si on engage des moyens aériens, des moyens navals, des moyens dans les champs immatériels, notamment dans le domaine électromagnétique ou cyber, in fine, il faudra occuper le terrain et l'occuper dans la durée. Et donc l'infanterie, elle permet cette permanence de l'occupation du terrain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que l'infanterie contribue également dans les champs immatériels, ne serait-ce que dans l'image un peu dissuasive qu'elle peut donner à travers la communication, à travers la tenue de la troupe, et puis à travers également ses équipements. Et donc les effets qu'elle peut réaliser sur l'ennemi. Ou jouer le rôle de capteur aussi, peut-être pour la partie renseignement. Et bien évidemment, dans le domaine du renseignement, tout soldat est un capteur. Quand vous vous rendez sur Google pour regarder quelque chose, vous faites du renseignement à titre personnel, et bien le soldat qui est déployé en opération est un capteur renseignement. Donc après, derrière, il y a toute une capacité d'analyse à développer, d'analyse et de synthèse, mais la meilleure perception du théâtre, en tout cas du théâtre d'opération aéroterrestre, elle est quand même largement alimentée par le fruit de l'infanterie, par le renseignement de l'infanterie sur le terrain. Vous parlez de Sentinelle, on le voit aussi à travers les déploiements terrestres, pour le coup. Ça a une importance. Est-ce que vous le voyez justement comme quelque chose d'important, le fait d'être au contact de la population via cette opération-là? Alors, Sentinelle, d'une part, c'est l'essence même de notre métier de soldat au service de la France. On est bien là pour protéger la population française et c'est la raison de notre engagement. Sentinelle, effectivement, l'opération en tant que telle qu'on la connaît aujourd'hui et à laquelle le régiment a particulièrement participé ces dernières années, moi-même ayant été déployé avec l'état-major et 2 compagnies l'été dernier à Paris, est une très bonne école du renseignement. C'est une très bonne école du renseignement dans la mesure où, effectivement, le chef de groupe produit des comptes rendus de renseignement, va au contact de la population, va au contact des autorités, et il en est de même pour le chef de section, et jusqu'au chef de corps qui rencontre les autorités locales. Donc ça nous permet effectivement de nous acclimater à cette nécessité de réaliser des effets dans le domaine du renseignement, mais aussi des effets dans le domaine de la communication, puisque la posture du soldat sentinelle contribue à l'aspect dissuasif de cette opération. Le soldat qui participe à l'opération Sentinelle, c'est le même que celui qui participe à Barkhane. Et il est équipé de la même manière. Et donc, de fait, Sentinelle, c'est une opération comme les autres, en tout cas pour l'infanterie. Maintenant, effectivement, on n'y déploie pas tous nos savoir-faire de fantassins, et notamment le combat blindé dont je parlais tout à l'heure, et plus un savoir-faire qu'on travaille, ou en tout cas qu'on développe tant à l'entraînement sur nos garnisons et dans les camps de France qu'en opération. Ce qu'on fait beaucoup moins à Sentinelle, où effectivement on patrouille, mais on développe d'autres savoir-faire qui sont principalement des savoir-faire liés au renseignement et à la maîtrise du feu. Au final, quand on regarde les OPEX françaises avant Barkhane, même avant l'Afghanistan, il y a eu la Légion a été beaucoup employée sur des missions de maintien de la paix. Je pense par exemple à la Centrafrique, on a pu en parler dans un précédent épisode, avec quelqu'un du régiment. Ça fait partie des savoir-faire qui sont enseignés ici, le fait d'être capable de gérer une population qui pourrait être hostile, pour la protéger aussi. Alors, en fait, ce n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau puisque les différentes opérations qu'on a pu connaître depuis même l'époque de la force d'action rapide, la phare dans les années 80, on a toujours été confronté à la population. Et on agit au cœur des populations. Après, la question, c'est effectivement quelle est l'instrumentalisation de la population dans les conflits et quelle est la manière dont on va se prémunir d'éventuelles imbrications ou d'éventuelles instrumentalisations de la force par les populations. J'ai moi-même participé à un certain nombre de conflits comme lieutenant et capitaine, plus dans les Balkans et en Afrique,
notamment Kosovo, Côte d'Ivoire, Centrafrique, que vous mentionnez juste avant. La contribution du régiment à l'opération Corim l'année dernière nous a amené de fait à nous déployer en Côte d'Ivoire, certes pour s'entraîner, mais nous étions quand même prépositionnés aussi dans le cadre des élections législatives. La population est au cœur de notre réflexion tactique lorsque nous conduisons une opération et lorsque nous la concevons. Donc elle fait partie de notre manœuvre. Et donc pour répondre à votre question, oui, on s'y entraîne, oui, c'est pris en compte, et notamment dans le cadre de cette réflexion tactique des chefs, ce qu'on appelle l'élaboration d'une décision opérationnelle qui nous conduit à préparer notre manœuvre, à concevoir et conduire notre manœuvre. On parlait d'armement parce que vous avez une expertise dans ce secteur. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée autour de l'armement non létal dans ces missions de maintien de la paix qui sont presque du maintien de l'ordre par moment? Il y a une réflexion, et cette réflexion elle date d'il y a plus de 20 ans sur l'armement non létal. Maintenant, ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est bien de porter les armes de la France et parfois d'échanger notre vie contre celle de notre adversaire. Mais cette réflexion, elle existe de manière à favoriser la gradation des effets. Nous avons une compagnie du régiment qui récemment était au centre d'entraînement en zone urbaine à Sissonne, qui s'est entraînée au contrôle de foule. Ils ont appris le maniement de certaines armes non létales de manière, effectivement, face à une population, face à une manifestation, adopter une attitude qui soit équilibrée, mais qui puisse en permanence permettre la réversibilité et passer sur une logique d'affrontement armé. Alors, on a l'impression que quand on regarde les événements passés et assez récents, je pense par exemple aux attentats à Paris, où on s'est retrouvé dans des situations où les gens qui étaient positionnés sur Sentinelle à ce moment-là étaient sollicités par des policiers pour dire « donne-moi le FAMAS, on en a besoin ». On dirait qu'il y a une inversion en fait, de ça, non? Peut-être que c'est une impression... Je ne pense pas qu'il y ait une inversion. Je pense que les attentats de 2015-2016 en France ont amené les forces de sécurité à se militariser un petit peu plus que ce qu'elles n'étaient. Et on le voit bien d'ailleurs dans l'attitude des gendarmes et des policiers, même quand on les rencontre sur des contrôles routiers. Il y en a toujours un qui a une arme longue aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. C'est le premier point. Le deuxième point, je pense que la relation entre le militaire et les forces de sécurité intérieure s'est équilibrée. C'est-à-dire que les armées n'interviennent pas en supplétif des forces de sécurité, mais elles interviennent bien en appui, de manière à pouvoir soit être primo-intervenant si c'est les forces armées qui sont confrontées à un attentat, soit à renforcer le dispositif pour neutraliser une menace le plus vite possible. Voilà, donc la logique n'est pas dans le fait qu'on doit donner notre arme ou pas. C'est pas un sujet en fait. L'arme du soldat fait partie du soldat. Maintenant, la logique, elle est plus dans les règles d'emploi de la force et dans la capacité à avoir des ordres clairs en amont pour avoir la meilleure réaction le jour où on est confronté à une menace qu'il faut neutraliser le plus vite possible. Et quand on regarde un petit peu la manière dont se sont passées les réactions des soldats engagés sur Sentinelle depuis 5 ans, systématiquement, la réaction a été bonne. Et il n'y a pas eu de population, il n'y a pas eu de dommages collatéraux, il n'y a pas eu de... Voilà, donc il y a quand même une belle maîtrise du feu, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur Sentinelle, les déploiements Sentinelle et le renseignement, c'est qu'effectivement, on apprend des savoir-faire, on travaille des savoir-faire du renseignement, mais en plus, on y travaille essentiellement la maîtrise du feu. Est-ce que dans ce cadre, il y a des échanges que vous menez, peut-être au niveau du 2e RUI, sur des échanges avec les forces intérieures, je pense avec des éléments d'intervention comme le RAID, le GIGN, est-ce qu'il y a des échanges comme ça? Alors, les échanges que nous avons sont plutôt informels, peu avec les forces d'intervention, même si, bien évidemment, quand on est à Sentinelle, on rencontre les gens de la BRI, les gens du GIGN, au titre de la sensibilisation, et notamment de la sensibilisation des chefs. Maintenant, localement, nous avons la chance d'avoir le camp des Garrigues, qui est juste à côté de Nîmes, qui est un espace d'entraînement vraiment intéressant, et sur lesquels les forces de sécurité intérieure viennent s'entraîner
Donc il y a des partenariats qui se nouent de manière informelle. Et puis il y a également, dans le cadre de la chaîne, des responsabilités du délégué militaire départemental du Gard, qui est également le général commandant de la 6e brigade légère blindée, avec qui je partage mon quartier, des choses qui sont réalisées de manière à nous préparer au mieux au drame. Et donc régulièrement, nous accueillons des gendarmes, et nous avons encore la semaine dernière réalisé une petite formation pour les PSIG de Nîmes dans le cadre de la primo-intervention face à un forcené. Ce n'est rien de plus que leur rappeler les actes élémentaires, les actes réflexes du fantassin. Mais également, nous participons à des scénarios de gestion de victimes nombreuses, ce qu'on appelle les mascas, avec l'intervention des services du SAMU, des pompiers, les gendarmes, les unités d'intervention locale des forces de sécurité, le tout sous pilotage de la préfecture. Voilà, donc en fait, on entretient la connaissance mutuelle dans ces cas-là, de manière à développer nos procédures et faciliter le travail le jour où on sera confronté à un attentat. Ça se fait au niveau avec vos Oxane aussi, sur la partie médecine de combat? Alors, nos auxiliaires sanitaires sont formés à Castelnaudary par le régiment de formation de la Légion étrangère, le 4e étranger, et ont des compétences qui sont entretenues au quotidien en liaison avec l'antenne médicale. Le système Légion étrangère est un peu différent de ce qu'on trouve dans les autres régiments de l'armée de terre, dans la mesure où les auxiliaires sanitaires ne dépendent pas du service de santé des armées, mais restent affectés au régiment, dans le régiment de Légion, et donc ils font pleinement partie des compagnies de combat, ils font pleinement partie de la compagnie de commandement et de logistique, même s'ils travaillent pour certains d'entre eux, pas tous bien évidemment, à l'antenne médicale. L'antenne médicale, j'ai un médecin-chef qui se présente comme le médecin-chef du 2e REI, ce qui veut bien dire qu'il est pleinement intégré dans la vie régimentaire et qu'on a gardé ce modèle que beaucoup d'entre nous ont connu avant la réforme des soutiens, d'avoir une antenne médicale bien arrimée au régiment, qui partage notre quotidien, que ce soit en garnison, à l'entraînement, comme en opération. Et on essaie de garder cette cohérence d'emploi et de vie commune qui facilite la connaissance et facilite le traitement des sujets parfois les plus douloureux. Donc effectivement, nos auxiliaires sanitaires s'entraînent régulièrement et participent à ce type d'exercice. En parlant justement du 4e régiment étranger et de la formation, on nous avait dit au début de cet entretien que vous avez fait un passage par ce régiment au bureau instruction emploi. C'est là qu'on forme les légionnaires avant qu'ils arrivent en régiment pour suivre une formation technique spécialisée. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ces deux formations? Est-ce que la formation en FTS est beaucoup plus exigeante? Est-ce que c'est là où on travaille le plus l'aguerrissement, par exemple? Alors, c'est pas forcément là où on travaille le plus l'aguerrissement. Il y a une continuité entre les deux formations, entre la formation générale initiale et la formation technique de spécialité. Cette continuité, elle est dans le fait que l'étranger qui arrive à Castelnaudary après être passé en centre de sélection au Bagne, la première chose qu'on doit lui apprendre, c'est à parler français. Donc, la priorité de la formation à Castelnaudary, elle est sur le français, sur la condition physique. Donc on les fait progresser parce que tous n'arrivent pas avec des niveaux d'athlètes à Castelnaudary. Et puis ensuite sur les fondamentaux du métier de soldat, qu'ils soient fantassins, sapeurs ou cavaliers, puisque la Légion étrangère a ces 3 armes représentées. Et donc les fondamentaux, c'est le tir, c'est la manœuvre du grenadier voltigeur, c'est la tenue, le comportement, les règles de vie, l'hygiène, toute cette vie en collectivité qu'il va connaître au moins dans ces 5 premières années de service. Une fois qu'il a acquis ce premier vernis du soldat, le légionnaire est affecté dans un régiment, et donc quand il arrive au 2e REI, l'objectif c'est de lui éviter d'emblée une 2e douche froide, et donc faire en sorte qu'il ait un temps d'adaptation, non seulement à la vie régimentaire, donc il est dans une organisation un peu spécifique, qui est pilotée par le bureau opération instruction, mais il est encadré par des cadres des compagnies de combat.
Et puis le deuxième point, c'est de lui donner les clés du métier de fantassin, et notamment en termes d'équipement, c'est-à-dire s'approprier les équipements du fantassin, puisque à Castelnaudary, il ne voit pas le félin, par exemple. Il ne voit pas l'armement collectif. Voilà, donc c'est lui permettre d'avoir, au bout de quelques semaines, toute cette connaissance qu'il devra mettre en pratique au sein des compagnies, et puis d'alléger également le poids de la formation dans les compagnies, puisque un jeune légionnaire arrivant de Castelnaudary qui arriverait directement en compagnie, non seulement changeant d'environnement, de fait, il serait un peu perdu, mais en plus, si la compagnie doit lui donner tout le complément de formation infanterie, eh bien, ça veut dire que la compagnie, elle ne fait pas autre chose pendant ce temps-là. En tout cas, les cadres sont pris par autre chose. Voilà, donc c'est vraiment une optimisation de la formation dans cette continuité Castelnaudary, affectation en régiment. J'ai cru comprendre que c'est en arrivant, en étant ventilé dans le régiment d'affectation que le légionnaire a ses premières permissions aussi, découvre la vie française. J'imagine que le régiment du coup a une mission entre guillemets d'acculturation. Alors le légionnaire à Castelnaudary, il ne passe pas 4 mois sans quartier libre. Effectivement, il n'a pas de permission, mais il a quand même quelques quartiers libres, notamment des quartiers libres encadrés dans Castelnaudary. Quand il arrive au régiment, il ne va pas être en quartier libre tout de suite. Il sera progressivement, il va découvrir la vie nîmoise, puis il va forcément se faire des camarades, et puis les premiers quartiers libres, il partira avec ses camarades. Donc, durant la période de formation technique de spécialité, cette dimension est prise en compte de manière à lui faire découvrir son nouvel environnement, sa nouvelle garnison, parce que quand on arrive à Nîmes, il faut aussi s'approprier la culture nîmoise et la géographie. Et puis l'avantage de Nîmes, c'est que nous avons la ligne TGV qui arrive et qu'en 3 heures, nous sommes à Paris, en 1h30, nous sommes à Lyon et en 1 heure, nous sommes à Marseille. Donc le légionnaire ne reste pas nécessairement à Nîmes le week-end, même s'il réside au quartier. Voilà, donc ça fait partie de l'accompagnement du légionnaire quand il arrive à Nîmes, à la FTS, de découvrir sa garnison et de progressivement découvrir la vie française jusqu'à peut-être, une fois qu'il aura l'ancienneté suffisante, demander la nationalité française. Et le régiment, pour ça, est assez intégrateur dans la société française, puisque au sein du régiment, sur les 1250 cadres et légionnaires, j'en ai près de 200 qui sont naturalisés français. D'accord. Mais c'est pas quelque chose qui est acquis. Dans l'imaginaire collectif, quand on ne connaît pas trop, on se dit ok, au bout de 5 ans, il y a la nationalité, c'est presque automatique. Ça n'est pas acquis. C'est d'abord une démarche volontaire. On devient français parce qu'on veut devenir français. Certains légionnaires ne souhaitent pas devenir français parce que ils veulent retourner dans leur pays à l'issue de leur service à la Légion étrangère ou parce que leur famille veut rester de nationalité étrangère. Et puis la deuxième chose, c'est que ça dépend aussi de la manière de servir de l'intéressé. C'est que le commandement apporte un avis à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui gère l'ensemble des naturalisations pour la Légion étrangère. Le commandement donne un avis sur la pertinence pour le légionnaire d'accéder à la nationalité française ou pas. Certains mettent plus de temps en termes d'adaptation à la société française, à la vie à la Légion étrangère, pour finalement avoir accès à la nationalité. Maintenant, globalement, il n'y a pas beaucoup de refus. Et enfin, le dernier point, le seul acquis de nationalité française, c'est l'acquis par le sang versé. Donc c'est cette loi particulière qui permet à un légionnaire qui a versé son sang pour la France en opération d'accéder à la nationalité française pour peu qu'une fois de plus, il en fasse la demande, parce que ça doit d'abord rester une démarche de volonté. Mais c'est vraiment une démarche particulière qui fait l'objet d'une loi spécifique, mais qui est quand même une belle reconnaissance des spécificités de la Légion étrangère et de l'engagement de nos légionnaires au service de la France. Au-delà de la symbolique, l'importance d'avoir la vraie nationalité française, pendant son temps de service, le légionnaire a une identité, une nouvelle identité. On peut franciser son nom aussi, d'après ce que j'ai compris.
Il a il a aussi un compte en banque en France, la possibilité de passer le permis de conduire français. Est-ce que ça donne quand même des droits, même s'il n'a pas la nationalité en tant que telle? Alors, d'abord, il n'y a pas de vraie ou fausse nationalité française. Vous n'avez pas de vraie nationalité française. Il n'y a qu'une nationalité française. C'est celle du code pénal. Le légionnaire, quand il arrive à la Légion étrangère, il s'engage sous une identité qui n'est pas son identité, parce qu'il y a quand même un certain nombre de vérifications à conduire, notamment dans ses premiers mois de service, puisque le légionnaire, contrairement aux Français qui s'engagent dans l'armée de terre, on l'engage d'emblée, on ne le fait pas attendre. Le Français qui veut rejoindre l'armée de terre, il a tout un processus de recrutement qui commence par la connexion à Internet, puis un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, on détermine dans quel régiment il va partir, etc. Et donc ça prend entre 4 et 6 mois. Le légionnaire, quand il se présente dans un centre de sélection, enfin dans un point d'information et de recrutement de la Légion étrangère, 15 jours après, il peut être à Castelnaudary. Donc ça, c'est la première différence sur ce point-là. Le deuxième point, c'est que le légionnaire, donc ça veut dire que derrière, on a quand même un certain nombre d'investigations à faire sur la probité de l'intéressé, puisque nous n'engageons pas de légionnaires pour lesquels nous avons des réels soucis de sécurité et des vraies suspicions sur les raisons pour lesquelles il s'engage à la Légion étrangère. Le deuxième point, c'est que très rapidement, il peut retrouver son identité réelle. C'est ce qu'on appelle la rectification de situation militaire. À 1 an de service, globalement, il y a 90% des légionnaires qui ont retrouvé leur identité réelle. Il y en a certains qui, souvent pour des conditions personnelles, ne la retrouvent pas tout de suite. Par exemple, le légionnaire qui est marié. Le légionnaire qu'on a engagé marié, eh bien, on va attendre qu'il ait 5 ans de service pour qu'il retrouve son identité, puisque dans le statut à titre étranger, qui est le décret qui gouverne, qui régit le militaire à titre étranger, le légionnaire avant 5 ans de service n'a pas le droit de se marier. Donc, voilà. Et puis vous en avez certains qui n'ont pas envie que leur famille sache où ils servent ou que leur pays sache où ils servent, et donc ils demandent à conserver. Donc là, après, c'est un dialogue entre le commandement de la Légion étrangère et l'intéressé pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de fausse raison à ce qu'il conserve une identité qui n'est pas la sienne, d'autant plus qu'on a quand même, nous, tout intérêt à ce que nos légionnaires retrouvent leur identité réelle, notamment en termes de passeport pour partir en mission, etc. Ceci étant, la partie administrative, accès au permis de conduire, etc., mais en fait, c'est comme des expatriés. L'expatrié français qui va vivre aux États-Unis, il peut très bien passer son permis de conduire aux États-Unis. Et donc, en fait, nos légionnaires, ils vivent, pour la plupart, comme des expatriés qui rentrent régulièrement dans leur pays à l'occasion des permissions, mais qui ont fait leur vie, ou leur vie professionnelle, en tout cas, à l'étranger, donc en France en l'occurrence. Concrètement, ils ont un titre de séjour, comme justement un expatrié ou qui pourrait venir vivre ici? Alors, ils peuvent demander un titre de séjour au bout d'un certain temps à la Légion étrangère, pour des raisons bien précises, qui sont souvent des raisons familiales. Mais en règle générale, tant qu'ils servent à la Légion étrangère, en tout cas avant 5 ans de service, ils n'ont pas de titre de séjour. Ils ont vraiment un statut particulier qui est régi par le statut à titre étranger. Le fait, j'y reviens, le fait d'être passé par le BIE, ça vous a fait changer de vision des choses sur le recrutement, enfin pas le recrutement, mais sur l'accueil des légionnaires qui arrivent de Castelnaudary par rapport à quand vous étiez jeune lieutenant, jeune capitaine? Alors moi, ça m'a forcément, le fait d'avoir été chef du bureau instruction emploi à Castelnaudary a forcément changé ma vision, non pas forcément sur le légionnaire, mais sur la Légion dans son ensemble. C'est-à-dire que je suis arrivé jeune lieutenant à 25 ans au 2e étranger, j'y ai servi les 7 premières années de mon temps d'officier. Je n'ai connu que la Légion étrangère à travers le prisme du 2e REI et éventuellement parfois de ce que me racontaient mes camarades de promo notamment qui servaient dans d'autres régiments de Légion ou à travers ce que j'ai pu voir des autres unités qui étaient détachées au profit du régiment. Mais j'avais quand même une autre expérience de la Légion puisque j'ai fait 2 missions de courte durée à Djibouti à l'époque de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Donc j'ai passé quand même 8 mois en tout
à Djibouti, et donc j'ai vu un autre régiment de Légion à Djibouti. Maintenant, bien évidemment, le fait d'être passé à Castelnaudary m'a ouvert les yeux sur la Légion dans son ensemble, en tout cas sur la diversité des parcours et la diversité des identités en fonction des régiments. Maintenant, le légionnaire, il reste le même. Il reste cet étranger qui vient s'engager au service de la France, qu'il soit au 2e REI, au 1er REC ou au 2e REP ou dans un des régiments étrangers de génie. Bien évidemment, le légionnaire, il passe par le même moule à Castelnaudary et après, il va peut-être mûrir différemment en fonction du régiment dans lequel il sera, en fonction de l'emploi et de la fonction qu'il pourra avoir dans ce régiment. Mais ça reste quand même cet étranger qui vient s'engager pour la France. Le 2e REI, c'est un régiment qui est beaucoup choisi par le jeune qui sort d'incorporation, qui sort des fermes de Castelnaudary. Alors, le 2e régiment étranger d'infanterie est un régiment qui, historiquement, est quand même assez bien choisi en sortant de Castelnaudary. Non seulement parce que c'est un régiment qui part souvent en opération, mais aussi parce que c'est un régiment qui est installé en cœur de ville. Et c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience avant d'être chef de corps, mais le 2e REI est un des 2 régiments installés en cœur de ville, avec le 1er régiment étranger à Aubagne, les autres régiments étant principalement dans des camps, que ce soit au Larzac, à Calvi, à Laudun ou encore à Carpiagne. Et donc, il y a quand même cette attractivité d'être à 5 minutes de la gare, donc à 3 heures de Paris, finalement, qui joue dans la volonté, dans la motivation des légionnaires à rejoindre le 2e REI. Et puis enfin, c'est quand même un régiment où nous sommes 1250, nous sommes quand même très nombreux, et donc, de fait, on arrive à avoir des gros effectifs de jeunes légionnaires qui arrivent de Castelnaudary. Mais après, tout ça, ça repose aussi sur la qualité des cadres qu'on envoie à Castelnaudary. Si on a des bons cadres à Castelnaudary, eh bien, de fait, on aura des légionnaires motivés qui arrivent au régiment. Mais ça, c'est pareil pour toutes les formations. Quand on est à Saint-Cyr, on a envie de ressembler à son chef de section pour peu que le chef de section fasse l'adhésion et soit exemplaire. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui aimerait s'engager dans la Légion, ou peut-être un jeune officier qui aimerait suivre un parcours comme le vôtre? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de faire le choix du cœur. C'est-à-dire, il y a un moment, on se pose la question, on essaie de réfléchir de manière rationnelle à la suite de sa vie. Si on veut choisir la Légion, il faut le faire avec le cœur. C'est un choix qui n'est pas rationnel. Dans la société dans laquelle on vit, il faut y aller franchement. Et ça n'est pas rationnel parce qu'on nous demande une énorme disponibilité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Maintenant, ça n'est pas rationnel aussi, et cette disponibilité, on nous la demande, parce que humainement, c'est particulièrement riche. Je pense que, et je le vis d'autant plus comme chef de corps, ce qu'on fait au quotidien, au-delà de la dimension opérationnelle du régiment, au-delà du fait que notre devise, c'est d'être prêt, ce qu'on vit au quotidien, ce ne sont que des relations humaines. Et c'est bien là la richesse de ce métier, c'est que tout ce qu'on traite, finalement, derrière, c'est de personne à personne, et forcément, ça nous fait mûrir. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est forcément d'être le meilleur. Parce qu'en étant le meilleur, on a la garantie d'avoir le choix sur la suite de sa carrière. Et donc, ça nécessite de beaucoup travailler et d'être exemplaire dans tous les domaines. Voilà. Mais ça, c'est valable partout. Et puis, le dernier conseil que je donnerais, c'est bien évidemment de se renseigner avant sur ce qu'on attend d'un légionnaire, ce qu'on attend d'un sous-officier de Légion, ce qu'on attend d'un officier au quotidien, et de ce qu'on attend de lui également d'un point de vue familial. Être officier de Légion, ça n'est pas incompatible d'une vie de famille. Et je suis bien placé pour le savoir. Mais ça nécessite effectivement de faire des choix qui ne sont pas forcément des choix évidents dans la société dans laquelle on vit. Voilà. Donc choisir avec le cœur, à mon avis, c'est le plus important. C'est un très bon conseil. Merci pour cet échange. Je vous en prie.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Enfin, Défense Zone, c'est aussi une société d'édition et des projets de livres, notamment un livre photo qui s'appelle Légionnaire que nous sommes en train de sortir. Donc rendez-vous en description pour toutes les informations et à très vite dans un prochain épisode.